Mesdames, Messieurs, bonjour. Très content de vous retrouver encore une fois sur la chaîne du futur LCF sur la radio City FM 89.9 MHz pour votre émission Talk Talk. Nous sommes le lundi 22 août 2016. Bien de choses à tous ceux qui nous suivent sur le www.lcftogo.com partout dans le monde. Ce matin, nous recevons, comme d'habitude, deux confrères pour décrypter tout ce qui constitue l'actualité de ces dernières heures chez nous ici au Togo. Le premier, il a comme nom Dieudonné Korolakina, il est le directeur du journal Togo Matin. Bonjour. Bonjour Junior, bonjour fidèles téléspectatrices de la chaîne du futur et bien aussi les fidèles téléspectateurs de la même chaîne. Je n'oublie pas les auditeurs et les auditrices de la radio City FM. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Le second, il a comme pronom Elie Messan, il est directeur de l'information de l'agence La Verte. C'est la première fois qu'il vient avec nous ici. Bonjour Elie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça fait plaisir de partager ce plateau de City FM et de LCF ce matin. Et je crois que c'est un plaisir en tout cas partagé. Alors, dans la deuxième partie, nous aurons comme invité un politicien. Il a pour nom Fulbert Sassou Atisso. Il est le patron du parti Le Togo Autrement. Avant tout, mesdames et messieurs, voici le jingle annonçant la une des journaux. La une des journaux de ce lundi 22 août 2007, nous verrons par le journal Togo Matin, dont le patron est ici avec nous, Dieudonné Korolakina. Bilan de l'APG, le jeu du boycott a tué le rêve de l'accord. Public reportage, ça c'est l'argent. Hein? Association Hussein Metayrek au King Village, don de kits scolaires à plus de 500 orphelins. Scolaire, colonie de vacances 2016, 519 élèves admis au BPC en séjour en Natchez. Jobs, le blanchissage, un métier en devenir, le éditorial, non-respect des accords politiques et 10 ans de l'APG. Dans les caisses également ce lundi, le quotidien privé Liberté. Liberté titre à sa une, refus des réformes, étonnante complaisance de la communauté internationale vis-à-vis du régime de Fort Gnassingbé. 10 ans de l'APG, le CAP 2015 renouvelle sa détermination et lance un appel au peuple. Madame Brigitte Diamabo Johnson, nous sommes à un point critique où tout le peuple doit s'engager. Dossier des employés de l'Hôtel de la Paix, des 190 agents oubliés, 60 sont déjà décédés. Une manifestation de rue prévue ce mercredi à Lomé. Grand reportage à Tapamé 11 ans après les violences de 2005. Dans les caisses ce matin également, la nouvelle de Bonero Lawson. La nouvelle donc qui titre à sa une, sermon prononcé aux obsèques du président Sylvanus Olympio, donc c'est à lire à la page 7 de ce journal. Également la une de ce journal, Ingrid Awade bafoue royalement les règles de la République. Jérus Olympio fâché contre Fort Gnassingbé. Et enfin avec nous ce matin, le correcteur qui titre Accord politique global 10 ans après, la fiction RPT Unir continue. CAP 2015 investit le territoire national pour appeler le peuple à prendre ses responsabilités. Le village de Sabaringade dans le Tchaoudo, entre mensonges, mépris et ingratitude du pouvoir, RPT Unir. Scandale combine et collusion pernicieuse à la FTF. Akobi fait approuver des dettes de 1 milliard 605 millions de francs CFA d'AMEI, dont 200 millions de découverts sur le dos du football togolais. Liste complète des membres de la commission juridictionnelle. Deuil, l'ancien président de l'AC Merlin de Lomé, son vie espoir n'est plus. Eh bien, c'est tout pour ce qui est la une des journaux de ce matin. Donc, maintenant, on va voir le jingle, annonçant la première partie de l'émission. Avec nos confrères Dieudonné Korolakina du Togo Matin et Elie Messan de l'agence laverte.com, on va parler de l'accord politique global qui a donc 10 ans. 20 août 2006, 20 août 2016, cela fait donc 10 ans déjà que les acteurs politiques togolais sont parvenus à un accord après un dialogue conduit à l'époque par Beth Yanvi Madji Abouibo et sous l'égide de l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré. Et 10 ans après, donc, on dirait que nous sommes toujours au point zéro. Les principaux points de cet accord peinent à être appliqués. Dieudonné Korolakina. 10 ans, l'APG 10 ans après, nous ne le faisons pas partie de ceux qui pensent que il faut tout peindre en noir. Hein, en 10 ans, il y a eu du bon et il y a eu du moins bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir en termes de bon?
10 ans après, aujourd'hui, nous savons, l'APG a créé la CVJR, la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, qui a donné ensuite corps au HCRON, qui vient donc de boucler d'ailleurs un séminaire dont les travaux ont été salués par beaucoup de forces politiques. La CVJR d'ailleurs entre-temps a eu à faire un travail assez intéressant avec Monseigneur Barriga à la tête. Maintenant, il est vrai que tous les Togolais, en tout cas, qui ont été bafoués dans leur droit à un moment, attendent justement attendent les réparations. Ça va venir. On était sur le même plateau entre-temps avec Madame Ahiakbo du HCRON et qui a promis, Ahiagno, pardon, et qui a promis justement qu'il y a un travail qui est fait dans ce sens. Donc tout ça, on peut mettre tout ça à l'actif de l'APG. Maintenant, il y a du moins bon forcément, parce que 10 ans après, politiquement, il y a des questions qui fâchent sérieusement. Il y a entre autres la limitation du mandat présidentiel. Il y a entre autres la question des élections à 2 tours, plusieurs autres questions politiques. Hein. Là, c'est vraiment des questions politiques. Et d'ailleurs même, donc, dernièrement, les travaux à l'atelier du HCRON ont permis de clarifier un peu plusieurs zones d'ombre, étant donné que toutes les forces politiques sur l'échiquier national ne s'entendent pas, n'accordent pas leur violon sur tel ou tel autre aspect des problèmes. Donc, 10 ans après, nous pensons que, oui, il y a du moins bon et il y a du bon. Mais maintenant, 10 ans après, on sait aussi... Mais le moins bon est dominant. Le moins bon est dominant. Puisque les points principaux, les principaux points de cet accord, tout dépend du côté où on se trouve. Mais alors, tous les points de l'accord n'ont pas été respectés. Non, les points saillants. Les principaux points, ce qui concerne les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Ce sont des questions politiques surtout. C'est ça que je dis. Mais voilà, ce sont des questions politiques et nous, d'ailleurs même, et ça c'est ce que nous disons d'ailleurs dans le sujet qui ouvre le journal ce matin. Non, je vois une question là-dessus. L'opposition a raté à un moment le coche, c'est-à-dire que, est-ce que vous vous rappelez des événements du 12 juin 2012 ? L'opposition a réussi l'exploit de drainer foule. Et je crois d'ailleurs au fond de moi que c'est la seule fois d'ailleurs où l'opposition togolaise, sous la bannière du collectif Sauvons le Togo, a réussi à trembler le pouvoir de Faure Gnassingbé. Hein? Du moins a réussi à faire peur quand même, à donner des sueurs froides à ce pouvoir. Et au terme justement des événements du 12 juin, vous savez, une perche un peu bénie a été donnée à l'opposition. C'était la rencontre proposée à la primature, à l'époque par le Premier ministre Gilbert Humbo. Et c'était le 28 juin, et l'opposition a boycotté tout simplement. Et tous les diplomates accrédités au Togo étaient présents à ce rendez-vous, mais le collectif Sauvons le Togo, mais justement, qui avait réussi justement un mouvement de foule important, pesait dans la balance et pouvait justement peser. À l'époque, ils avaient avancé des arguments parce qu'ils avaient saisi leurs matériaux. La sonorisation, plein de choses étaient saisies. Je crois une voiture 15 places qui était garée à la gendarmerie à l'époque. Donc ils voulaient qu'on leur reçut tous ces matériaux, mais ça n'a pas été fait, donc du coup ils n'ont pas côté l'événement. Je pense que dans certaines situations, il faut voir les priorités. Il faut voir les priorités. Les questions de l'heure, le collectif Sauvons le Togo qui avait vraiment le vent en poupe à l'époque, pouvait peser vraiment dans la balance et obtenir certaines choses. Surtout que avant 2012, vous savez, les élections législatives n'avaient pas encore lieu. Et donc, le pouvoir togolais voulait... Si, on comprend bien sur le Togo Matin, le coupable est tout trouvé, c'est l'opposition qui a voté. Non. Nous nuançons tout simplement parce que on a tendance à nous dire justement que c'est seulement le parti au pouvoir qui ne veut pas les réformes. Mais, en vérité, on ne peut pas dire qu'en 10 ans, l'opposition n'a pas eu de perche pour pouvoir peser dans la balance. C'est tout ce que nous disons. Et l'une des perches sacrées, c'était donc la rencontre du 28 juin 2012 proposée par Gilbert Humbo et les diplomates accrédités au Togo. Malheureusement, l'opposition togolaise, comme elle aime à le faire, justement, a boycotté tout simplement. Et c'était un jeu. Il ne fallait pas s'adonner à ce jeu à l'époque parce que les priorités étaient telles que, par exemple, il n'y avait pas encore les élections législatives, mais qui ont pris du retard d'ailleurs pour avoir lieu finalement en 2013.
pour avoir lieu en 2013. Ok. On y reviendra sûrement. Elie Messon de l'agence La Verte. Alors, est-ce que vous comprenez, vous, à votre niveau, pourquoi, 10 ans après la signature de l'APG, les points qui concernent les réformes constitutionnelles et institutionnelles peinent à être appliqués? Je fais observer d'entrée que l'APG est arrivée à la suite d'une crise politique. C'est en cela qu'il urge que les réformes politiques soient quand même d'urgence, soient quand même prises franchement en compte. Donc je suis malheureux que l'APG, qui soit née à la suite d'une crise politique, puisse quand même reléguer au second plan les réformes politiques. Je voudrais également dire tout simplement que l'APG a été quand même un tournant historique dans la normalisation de la vie sociopolitique du Togo. Je ne reviens pas sur le parcours difficile que nous avons connu en 2005, que tout le monde sait. Et donc, il était nécessaire que le pouvoir puisse quand même donner des garanties de ces réformes-là. Et ce que je voudrais également dire, je ne dirais pas que unir ou quand même le pouvoir n'a pas la volonté d'opérer les réformes, mais nous constatons, et c'est clair, que le pouvoir exprime un non-empressement à la réalisation de ces réformes. Et depuis 10 ans, et quand on est quand même, on a de bonnes intentions, en 10 ans, je crois que c'est un temps suffisamment long. C'est beaucoup. S'il y a de la volonté d'opérer les réformes, du moins montrer les premiers signes de ces réformes-là. Et donc, je vais également aller sur un aspect, parce que l'APG a prévu également la création d'un cadre permanent de dialogue et de concertation. Donc, c'est à la suite du décret du 15 octobre 2008 qu'est né le CPDC. Et donc, ce cadre était, comme le nom le dit, c'était un cadre permanent de dialogue et de concertation. Maintenant, aujourd'hui, on remet l'agenda du CPDC au Hachkroun. Est-ce que l'on remet en cause le CPDC? Voilà la question. Donc en 10 ans... De facto l'APG. De facto l'APG. Et en conclusion, je voudrais, pour chuter, dire tout simplement que le pouvoir a manifesté clairement son non-empressement à aller aux réformes. Alors, donc on dit que le pouvoir s'est servi de l'APG pour légitimer. Hein. Bon, je me rappelle à l'époque, en 2005, quand Ford Nassim avait le pouvoir, il était à la limite mis au banc des accords. Parce que les gens le... Bon, vous comprenez ce que je dis? Alors, est-ce que le pouvoir s'est servi de l'APG pour donc se légitimer et donc après jeter le reste? Vous pensez la même chose? Oui, si l'APG a profité à quelqu'un, c'est au président de la République. Et ça, il faut avoir le courage de le dire. Ne nous voilons pas la face. Et l'APG a permis de consolider ce qu'on peut appeler une paix belliqueuse. Une stabilité belliqueuse qu'on a à ce jour, mais qui est une paix de façade. Les rancœurs demeurent. Et donc, c'est en cela qu'il est nécessaire et indispensable pour celui à qui l'APG a le plus profité de faire un retour d'ascenseur, quand même, aux autres membres de la classe politique de collège. Le chef de l'État a tiré donc la sève de l'APG, a ajouté le reste. C'est ça? On peut le dire ainsi? Je ne sais pas totalement. Mais moi, je voudrais, à la suite de mon confrère Elie, dire tout simplement que bien avant l'APG, il y a eu plusieurs accords. Et tous les accords naissent forcément au lendemain d'une crise. C'est ça. Il y a eu les 22 engagements avant l'APG. Et il suffit de prendre les 22 engagements de fond en comble. Vous vous rendez compte que si les 22 engagements étaient appliqués, on n'en serait même pas arrivé à l'APG. Et bien avant les 22 engagements, il y a eu Colmar, il y a eu plusieurs assises. Ouaga 1, Ouaga 2, etc. Il y en a eu plus de 25 dialogues. C'est tout simplement pour dire quoi? Quand on est sur un terrain politique, il faut faire preuve à la fois d'habileté, d'intelligence et de l'art. Mais quelque part, quelqu'un faut forcément du dilatoire. Non. L'accord Cadolomé, on a eu beaucoup de choses dans ce pays. On a vu en 1999, avec l'accord de Lomé, avec la CENI, dirigée à l'époque par M. Aoumé Zounou, on s'apprêtait à aller au législatif quand le Premier ministre alors Aboumé et les autres ont dit écoutez, la CENI, on dissout la CENI, on met les 7 magistrats. Mais il y a eu beaucoup de ces choses. Pourquoi ça coince? Pourquoi? En 10 ans de l'APG, je vais te surprendre. Politiquement, le parti au pouvoir et l'UFC ont fait un accord, un sous-accord. Oui, entre RPT-UFC. Le 26 mai 2010. Comment vous l'interprétez? À côté, justement, de l'intérêt général. Comment vous l'interprétez? Mais ça aussi, ça n'a rien donné.
Je ne sais Ils pas ont si promis, ça... non, Je ne sais pas... Ils ont Non, promis non, en 6 il mois. faut poser la En 6 question. mois, faire des réformes en 6 mois. Rien n'a été fait, ça fait... Attends. Nous sommes Ça, sortis, non. c'est le propre des hommes politiques, il me semble. Junior, il me semble. Non, mais j'ai l'impression que quand on parle politique, on s'attend à avoir justement des réponses ou des propositions d'un prix là. Ce n'est pas pareil, ce ne sont pas les mêmes, parce que tout est prioritaire au même moment en politique. Hein? Et je dis, à côté de... Qu'est-ce qui en coince? 10 ans, Pourquoi depuis 10 ans? mais il faut poser la question, il faut poser la question aux hommes politiques. Oui. Qu'est-ce qui coince? Il n'y a que eux qui savent. Mais j'ai pas de demande un journaliste, un directeur d'un journal crédible. Alors, faites l'analyse, dites-moi, on veut savoir, ceux qui nous suivent veulent savoir. Poser la question. C'est où? Ça bloque, ça coince où? Les travaux du HCOR la dernière fois ont mis sur le tapis des questions très sensibles. Il semble que le camp en face, effectivement, ne veut pas. Le camp au pouvoir, le parti au pouvoir, mais ne veut pas justement qu'on mette en avant certains sujets en parlant des réformes. Quoi par raison? Mais la question, par exemple, de la limitation du mandat, la question de... La rétroactivité. Exact. C'est des questions qui fâchent. Et alors, je crois qu'en politique, quand on va négocier, il ne faut pas s'attendre à tout avoir et tout de suite. Alors, est-ce que vous, selon vous, Dieudonné Kouroulakina, après avoir passé donc 11 ans au pouvoir, vous pensez que, bon, il est dans son 3e mandat, et vous souhaitez avoir niveau que le chef de l'État actuel là, vous pouvez pas, je suis pas politique. Briguer encore 2 nouveaux mandats comme le réclame son parti. Quand vous me posez la question en tant que journaliste, ouais, je vous dis que scientifiquement, est-ce qu'il faut appliquer la loi de la rétroactivité une fois que les réformes sont faites? Une fois que nous acceptons aujourd'hui, par exemple, que, eh bien, le mandat présidentiel est limité à 2. Est-ce qu'il faut en même temps effet immédiat? Mais au nom de l'intérêt... Scientifiquement, c'est aussi d'en relever d'un accord. Même les grands juristes... C'est la classe politique qui doit se réunir pour trouver cet accord-là. Et le chef de l'État, le président de la République, au nom de l'intérêt national, peut dire, écoutez, si c'est moi le problème, écoutez, en 2025, enfin 2020 plutôt, je me retire. Mais unir, il y a des cadres à unir. Et quelqu'un d'autre à unir peut prendre la relève. Comment le faire ailleurs ou bien? Oui, mais pourquoi tu ne poses pas cette question à un politique? Tu poses à un journaliste. Parce que c'est des questions sérieusement politiques. Et je crois que, aussi bien les partis d'opposition, tout comme le parti au pouvoir, ils savent justement là où ça blesse sérieusement. Parce qu'ils nous ont toujours dit justement qu'ils ont l'impression que quand ils vont autour d'une table de négociation, le parti au pouvoir n'aime pas entendre avancer certaines questions. Alors que l'opposition dirait justement qu'elle prend le malin plaisir de titiller le parti au pouvoir. Une fois autour des tables de négociation, c'est la question de la limitation avant tout. On a l'impression... De vous à moi, est-ce que ça pose un problème que dans un pays... La Constitution votée en 1992 qui limitait le mandat présidentiel, qui a été toiletté un soir du 31 décembre en catimini, que le peuple demande de revenir à la Constitution d'avant, est-ce que ça pose un problème? Qu'est-ce qui s'est passé justement la limitation du mandat. Quand tu évoques justement le toilettage de 2002, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu encore boycott à un moment. Ouais, ça on ne plus pas. Non. Junior, quand vous prenez des questions politiques, il faut analyser aussi des faits de l'histoire à côté. Okay. C'est aussi ça. Elie Mensah doit parler maintenant. Pour moi, cette question n'est pas du tout difficile. J'estime que cela traduit l'absolutisme qui caractérise le pouvoir venir. Parce que 11 ans de gouvernance, c'est suffisant, et je suis de ceux qui pensent que la gouvernance sous forme Gnassingbé n'a pas été un échec. Ouais. On le voit aujourd'hui, on a de belles routes. Quand quelqu'un rendu l'Europe, qui va pas plus retourner parce que moi on voit une certaine embellie. La route, forcément, aura des effets d'entraînement et ça va consolider, conforter l'économie togolaise. Nous allons vers une croissance autour de 6%. C'est des agrégats qui nous confortent. Seulement, Dieu n'a pas fini de susciter des intelligences et des esprits éveillés. Et le Togo ne peut pas être en marge de la marche universelle des choses. 11 ans, c'est suffisant, c'est beaucoup, c'est énorme. Non, il en a encore 4. Il en a encore 4. Voilà, oui, on parle à ce jour, et je me dis qu'à sa place, je rentrerai dans l'histoire, la tête haute, en acceptant que, quand même, pour avoir fait déjà 2 mandats, c'est déjà suffisant, et l'on a vu les résultats,
mais qu'on aille à l'essentiel qui sont les réformes. Je crois que déjà 2 mandats, pour moi, c'est énorme, c'est beaucoup pour un président de la République. Donc, à l'impossible, nul n'est tenu. Je crois que les Togolais sont d'accord de ce qu'il a fait un temps, et les résultats sont là, sont palpables. Donc, il faut quand même aller maintenant avancer, se dépasser, et également se défaire de ce que, sans nous, la fête n'aura pas lieu. Alors, Junior. Mais oui, mais vas-y. Non. Mais le problème, quand on dit que 11 ans c'est suffisant, constitutionnellement, qu'est-ce que les textes disent? Il n'y a pas de limitation de mandat. Mais alors, qu'est-ce que les textes disaient jusqu'à ce que ces textes ne soient toilettés? Avant l'avènement de Faure Gnassingbé au pouvoir, on est d'accord. On est d'accord. Avant l'avènement de Faure Gnassingbé au Le pouvoir. mandat n'est pas limité. Alors nous parlons, le mandat n'est pas limité. Voilà. Le mandat n'est pas limité. C'est parce que le mandat n'est pas limité qu'on fera toute sa vie. Non, mais moi j'ai jamais évoqué, j'ai jamais demandé au président Faure, et je ne sais pas s'il me revient justement de dire à Faure, de dire à un homme politique que ça suffit. Je dis, qu'est-ce que les textes disent? Mais pourquoi voulons-nous nous écarter des faits? Aux États-Unis, est-ce que le mandat est limité? Une question. Non. Le mandat présidentiel est limité aux États-Unis? Bien entendu. Non, il n'est pas limité. Comment? C'est en France, c'est limité, c'est pas limité aux États-Unis. Mais chaque chef d'État qui vient aux États-Unis fait 2 mandats et part. Bon, tu m'apprends, merci. Non, d'accord. Non, mais Junior, revenons à nous. Ne nous éloignons pas. Pas de digression, ça ne nous sert à rien. Pas de digression, Junior. Qu'est-ce que, en tant que journaliste, intéressons-nous aux faits. Qu'est-ce que les textes disent? Le mandat, il est illimité actuellement. Il est illimité. Et quand on parle justement des réformes, c'est des questions à introduire. C'est clair. L'atelier du H-Crown nous a permis de toucher du doigt cela. Et alors, mais il faut quand même arriver à ça. Mais il va falloir. Le problème, c'est que. Mais il va falloir passer à l'acte parce que depuis ça fait 10 ans que ça dure. Il faut passer à l'acte. Mais aussi longtemps qu'on n'est pas encore passé à l'acte, est-ce qu'il nous revient de proposer un politique? Ça suffit. Moi, je n'ai jamais dit ça. Non. Mais je n'ai jamais dit ça. Non. Moi, je pose des questions, c'est à toi de répondre. C'est ce que je dis. Moi, en tant que journaliste, je m'intéresse aux faits. Il se trouve que la constitution togolaise ouvre la voie à quelqu'un qui est là. Il se trouve aussi que Afro Mohamed, 85% des Togolais demandent qu'on limite le mandat. Et quand même, 85%, c'est un chiffre important. Junior, il n'y a pas que la limitation de mandat. Mais c'est l'élément fondamental. Ah ben oui, c'est ce qui concerne les Togolais. C'est partout. Que vous avez les taxis, motos, les bandes, les dames au grand machine, ils vous diront limitation, réforme. Junior, quel régime politique vivons-nous au Togo? Peux-tu me définir? Officiellement, nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Même si dans l'application des présidentiel. Il est essentiel, n'ayons pas la mémoire courte. Parce que si nous revisitons les événements de 2005, je crois que c'est des événements qui nous invitent à nous remettre en cause. Je crois que après 2005, UNIR doit se rendre compte de ce que ce pays a quand même connu des situations difficiles, et en cela, le bon sens recommande, même si les textes, parce que les textes, ce ne sont pas les textes originels, enfin, les textes qu'on avait avant le toilettage. Je crois que c'est le toilettage qui a ouvert la voie à un mandat illimité. Et donc tout ce que les Togolais souhaitent, c'est ce qui a donné lieu à la signature de l'APG. L'APG a été le cadre de définition d'un élan, d'un renouveau politique, et en cela, toutes les forces vives, toutes les forces d'opposition, ainsi que le pouvoir et la société civile, ont défini un cadre programmatique qui permette d'aller à un cadre politique qui propose un apaisement social et qui également ouvre la voie à des tests acceptés de tous. Et c'est en cela qu'il est important d'aller aux réformes politiques dans les meilleurs délais pour que le consensus se fasse autour des tests que nous avons, et c'est en cela qu'on pourra avoir des élections crédibles. Comme ça, le peuple choisirait pour une fois quand même un président accepté de tous à partir d'un test qui a quand même l'assentiment de tous. On va évoluer, on va évoluer. Alors, une partie de l'opposition togolaise regroupée au sein du combat pour l'alternance politique CAP 2015, au cours donc d'un meeting qu'il a organisé samedi dernier à Lomé, a lancé un nouvel appel à l'endroit du peuple togolais pour le peuple qui l'invite donc à la mobilisation. Qu'en dites-vous, Jidane Kourlakina?
À ce jour, je ne sais pas ce que ça signifie en fait, ce qu'on appelle une mobilisation. Autrement dit, il demande au peuple peuple de prendre ses responsabilités. Oui, il me semble que quand on ne se retrouve pas dans la politique de quelqu'un, évidemment, quand la personne t'appelle à prendre tes responsabilités, tu peux demander à la personne de prendre aussi ses responsabilités. On est d'accord. Je ne... Alors, et ça, ça n'engage que moi. J'ai l'impression que la force des mouvements de rue est aujourd'hui galvaudée. Parce que on en a tellement vu que ça ne signifie plus rien. Ça n'inquiète plus. Ça n'inquiète plus. Je parlais tout à l'heure justement du 12 juin 2012. Ça, c'est le passé. Il y a eu, il y a 4 ans quand même. C'est du passé, mais il y a eu quand même. C'est-à-dire, la rue était sérieusement mobilisée. La cause était plusieurs importante. centaines de milliers, on a vu. Et l'ambassadeur de l'UE à l'époque, M. Patrick Stigler, est sorti, il a constaté de visu. Ça, c'est ce qu'on appelle la... C'est quand Victor Hugo disait que la force se trouve dans le peuple, on en a vu, on en a eu la preuve. Mais justement, l'opposition veut que le peuple remet donc ce truc du 12 juin 2012. Il faut pas... Il nous semble que ce ne sont pas des choses qui se décrètent. Ne nous leurrons pas. Le printemps arabe n'a jamais été décrété. Le printemps arabe, c'est suite à c'est-à-dire qu'un Tunisien s'est donné la mort et la suite on a vu. Au Burkina, rien n'a jamais été programmé quelque part. Les faits sont têtus, les faits se créent d'eux-mêmes quelque part quand, à un moment, il y a un ras-le-bol. Il nous semble. Et aujourd'hui, je dis, ceux qui appellent malheureusement le peuple à prendre ses responsabilités, pouvaient en prendre déjà eux-mêmes que ce les leurs. Oui. Voilà. Alors, Elie, mais comment, selon vous, le peuple tournait doit prendre aujourd'hui ses responsabilités? Parce qu'on voit ce peuple vote tout le temps, hein, et à la fin, on voit aussi des résultats. Est-ce qu'on ne doit pas trop au peuple togolais? Difficile. Mais comme il a dit, c'est des choses qui ne se décrètent pas. C'est en cela qu'il faut, pour qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. C'est pourquoi les politiques se sont donné un cadre qui est la PG, et je crois que le respect des engagements pris vont ouvrir quand même la voie à l'apaisement politique dans ce pays. Prendre ses responsabilités, comme vous dites, c'est une expression, en tout cas en mille sens. Et je ne suis pas politique pour dire ce qu'il faut, mais je sais que, comme il dit, la rue a été un tout petit peu galvaudée. Et je suis d'accord, mais ça a permis également de maintenir la pression du terrain. Et c'est important en politique. Malheureusement, nos politiques n'ont pas su se frayer des couloirs et de discussions pour des compromis. Et cela a manqué et cela n'a pas accompagné la pression de la rue. Ça fait que l'élan a été émoussé. Mais je crois que si notre opposition se remet en cause, en tout cas dans les jours qui arrivent, je crois que cette mobilisation peut être encore ravivée. C'est important. Mais je crois que l'opposition, j'ai l'impression que nous n'avons pas la bonne opposition. Ouais. Pourquoi dites-vous cela? Je dis cela parce que d'abord, la qualité du débat politique chez nous, comparé aux pays voisins, il y a un problème. Il y a un problème de leadership. Après, qu'un certain nombre d'acteurs, quand même, ont pris du recul par rapport à la scène politique. Et généralement, les acteurs de ce jour sont quand même une dissidence. C'est des gens qui ont fait de la dissidence et qui n'ont pas eu le temps matériel de construire une philosophie politique autour de leur parti politique. Et donc, ils sont arrivés fortuitement au devant de la scène. Et ça également, c'est un autre débat, on pourra revenir là-dessus. Mais je pense qu'à ce jour, nous avons un pouvoir trop fort. Justement, j'allais dire ça, n'est-ce pas la force du pouvoir qui a fait notre opposition? Dans les autres pays, on a vu l'opposition se donner les moyens de sa politique. Et ici, l'opposition togolaise, elle est pauvre, on peut dire que c'est la plus pauvre en Afrique. Parce que pour aller aux élections, les gens qui réunissent 72 millions, 100 millions pour aller à une campagne, par rapport à côté, on a vu des gens sortis 10, 20, 30, 40 milliards pour faire une campagne. Mais il y a un problème. C'est cela, et c'est pour cela que peut-être je comprends un peu l'expression qui voudrait que le peuple prenne ses responsabilités. Je crois que c'est un aveu d'échec, c'est un cri d'alarme qu'on est en train d'envoyer. Et je crois qu'il y a obligation qu'une force alternative émerge. Je crois que la société civile de plus en plus a de l'expertise et a beaucoup quand même de qualité. Et
c'est difficile le contexte qui est le nôtre, mais je pense que notre opposition est à bout de souffle. Alors, donc, mesdames, messieurs, nous allons marquer la pause. On va recevoir derrière notre pause l'invité politique de ce lundi 22 août 2016. Il s'agit de M. Philbert Sassou Atisso. Il est donc du parti Togo. Autrement, l'opposition, on va lui demander pourquoi l'opposition togolaise est aussi faible et n'arrive pas à titiller le pouvoir comme on le voit dans d'autres pays. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Retour en studio avec notre invité politique, M. Philbert Sassou Atisso. Il est le président du parti, le Togo Autrement. Bonjour. Bonjour, chers camarades. J'ai suivi un peu votre débat. Il était d'un bon niveau. Ok, merci. Alors, donc, vous êtes donc le président du parti Le Togo Autrement. Le 20 août 2006, vous étiez encore journaliste, observateur de la scène politique quand les principaux acteurs à l'issue d'un dialogue ont conclu l'accord politique global APG. 10 ans après, vous êtes dans l'arène politique et vous vivez aujourd'hui les réalités du terrain. Et qu'est-ce qui, selon vous, empêche les accords à se matérialiser 10 ans après? Ce qui empêche l'APG qui a été signé le 20 août 2006 à se matérialiser dans tous les points qu'il a énumérés, c'est le manque de volonté politique de la part de ceux qui incarnent le pouvoir. Parce que c'est les mêmes qui ont signé cet accord au nom de l'État en 2006, et c'est les mêmes qui sont toujours là. Et si cet accord n'est pas appliqué, alors que ceux qui ont les manettes, ceux qui ont les instruments pour mettre en œuvre cet accord, c'est ceux qui incarnent l'État, eh bien la faute est essentiellement du côté du pouvoir RPT Unir. Mais l'opposition, elle est simple, elle n'est pas fautive? L'opposition n'est pas exempte dans la non-application de l'APG, il est vrai. Pourquoi? Parce que il faut dire que l'opposition a commis quelques erreurs sur le parcours, notamment le refus de l'UFC qui était un des principaux signataires de cet accord, le refus de cette formation politique de participer au gouvernement d'union nationale qui était chargé de mettre en application cet accord. Et puis, on va dire aussi... Mais d'autres partis d'opposition étaient là, on a vu le cas, la CDP y était, mais ils n'ont rien fait au finish. Tout à fait. Je parlais tout à l'heure du manque de volonté politique de la part de ceux qui incarnent l'État, mais le fait que l'UFC ait refusé à l'époque de participer au gouvernement... Ça a affaibli les autres partis d'opposition. Tout à fait. Ça a affaibli les autres partis de l'opposition parce que c'était le maillon fort de l'opposition, le parti le plus important de l'opposition. Et puis ça n'a pas permis d'aller vers le consensus qu'on souhaitait pour mettre en œuvre l'APG. Et puis aussi, il y a eu les atermoiements de l'opposition, c'est-à-dire les fourvoiements de l'opposition sur la question des réformes. À ce niveau-là aussi, on peut dire que l'opposition a quelques responsabilités dans le fait que les réformes n'aient pas été faites jusqu'à ce jour. Alors, selon vous, bon, je reste au niveau de l'opposition, on a échappé un peu là. Alors, quel autre reproche doit-on faire à l'opposition? Parce qu'on dit que l'opposition doit avoir des concessions, le parti doit avoir des concessions pour mettre en application cet accord, notamment, on remet le compteur à zéro. Est-ce que vous pensez que l'opposition devait accepter donc en 2014 cette proposition-là et que depuis là on devait oublier les réformes là depuis? Ce que j'ai envie de dire, c'est que, vous savez, la politique est une science. Et cette science-là a des règles. Tout à l'heure, le confrère disait que nous n'avons pas la bonne opposition. C'est vrai que je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Peut-être qu'on aura le temps de dire un mot là-dessus. Mais la politique est une science. Et quand on veut pratiquer cette science, il faut connaître certaines règles. C'est comme par exemple quand vous êtes en politique... Quand vous avez le rapport de force avec l'adversaire que vous avez en face, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous imposez vos positions. On l'a vu
quand Laurent Désiré Kabila a pris les armes contre Mobutu. À un moment donné, quand on les a invités sur le bateau Lutenica, avec Mandela à l'époque. Tout à fait, avec Mandela comme facilitateur ou médiateur, il a accepté de venir parce qu'il ne voulait pas se mettre à dos la communauté internationale. Mais quand on lui a demandé de former un gouvernement d'union nationale avec Mobutu, il a refusé. Il a dit, nous n'avons pas pris les armes pour travailler sous la coupole de Mobutu. Bon, donc il avait les rapports de force. Et d'ailleurs, il n'avait pas besoin d'aller à cette réunion parce que son armée était en passe de remporter la bataille. L'Alliance des forces démocratiques pour la libération. Tout à fait. Alors, je pense que ici, il y a eu quelque chose, c'est que notre opposition, depuis un certain temps, n'a plus les rapports de force, n'a pas la faveur des rapports de force. C'est une IR qui s'impose aujourd'hui. Qui s'impose. Sur tous les plans. Absolument. Et l'opposition s'est même délitée, s'est même fragilisée. Alors, c'est une IR qui s'impose. Alors, lorsqu'on est dans cette configuration des rapports de force et que vous voulez des choses, vous formulez des exigences, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous recherchez le compromis, vous recherchez le consensus. Au lieu d'être intransigeant. Absolument. Au lieu d'être intransigeant, au lieu de se montrer radical sur les exigences que vous formulez, vous recherchez le compromis. Je n'ai pas suffisamment l'impression que sur les dernières périodes, entre 2014 et 2015, les tentatives de réforme qu'il y a eu au niveau de l'Assemblée nationale, l'opposition, en l'occurrence l'ANC, ait suffisamment recherché le compromis en sachant que les rapports de force n'étaient pas en sa faveur. Je pense qu'il y a eu trop d'intransigeance qui a foiré la question des réformes. Concernant justement l'ANC, samedi dernier, on a écouté son président, donc après le meeting du CAP 2015, le président, donc Jean-Pierre Fabre disait, je cite, « Je ne ferai pas de concession en ce qui concerne l'application de l'APG ». Alors, partagez-vous sa position? Oui, mais je ne suis pas peut-être tout à fait d'avis avec cela, parce que, et même quand on a signé l'APG, l'APG a prévu à côté un cadre dans lequel les partis signataires devraient se retrouver pour rechercher encore le consensus avant d'aller opérer un large consensus avant d'aller opérer les réformes. Donc cela veut dire que l'APG lui-même est un consensus, mais on recommande encore aux acteurs de rechercher un consensus plus large pour aller opérer les réformes. Donc dire aujourd'hui que, eh bien, pour faire les réformes, on n'a plus besoin de réaliser le consensus parce que l'APG est déjà un consensus. On ne peut pas faire un consensus du consensus. Ça n'est pas mon point de vue. Alors, ce que je voudrais aussi dire, c'est que quand vous prenez l'APG, il a été signé dans un contexte. Parce que chaque accord doit être placé dans un contexte spécifique. Quel était le contexte? Retournons en février 2005. Donc, février-avril. Février et avril 2005. Tout à fait. Voilà, je retourne d'abord à février 2005. Dieu rappelle le général Gnassingbé Eyadema. Son fils prend le pouvoir de façon anticonstitutionnelle avec le soutien de l'armée qui a perpétré un coup d'État. Parce que la Constitution a prévu le cas d'espèce, la succession ou en tout cas la vacance du pouvoir par décès du chef de l'État. Ça n'a pas été respecté. Il y a eu une levée de bouclier en interne et au niveau de la communauté internationale. Le chef de l'État se prend du recul et revient en force par des élections qui elles-mêmes ont été contestées à l'intérieur. La contestation a été noyée dans le sang. Et puis, plusieurs centaines de morts. Plusieurs centaines de morts. Oui, toutes les statistiques montrent qu'au bas mot, il y a eu plus de 200, 300 morts. 400, 500. Bon, voilà, la commission Kofigo aussi, peut-être il faut la prendre en compte. Tout à fait. Alors, donc, voilà le contexte. Eh bien, il vient au pouvoir et, bon, il était légal. Il n'avait pas de légitimité. D'ailleurs, l'élection à l'issue de laquelle il est arrivé au pouvoir a été contestée. Donc, il fallait faire les rapprochements, il fallait rechercher le consensus. Et c'est dans ce contexte-là que l'APG est née. L'APG est née et avait 3 points essentiellement. Pourquoi on a parlé de l'accord politique global? Parce que cet accord reprenait toutes les exigences formulées dans les accords antérieurs, absolument. Donc, l'accord paritaire, l'accord cadre de Lomé, les accords de Ouaga. Les 22 engagements mais bien sûr, les 22 engagements. C'est pour cela qu'on a parlé de l'accord politique global. Il prend en compte toutes les exigences qui devaient permettre au Togo d'aller vers la démocratie. Bon, donc, l'accord a été signé, il y avait 3 points.
Le premier point, mettre en place une assemblée nationale à l'issue d'élections libres, démocratiques et transparentes. Deuxième point, régler les questions de sécurité, les questions des réfugiés, parce que en 2005, certains qui étaient partis du pays, tout ça, il fallait les faire revenir. Et puis régler les problèmes des droits de l'homme, parce qu'il y avait également des violations. Troisième point, la question des réformes. Bon, voilà. Et quand vous prenez tous ces points, bon, je pense qu'il y a des choses qui ont été faites. On a installé une assemblée, encore que pour installer cette assemblée nationale-là dont on a parlé, tout ce dont on a parlé, tout ce qu'on a exigé, le fait de réaliser un fichier électoral sain, après un recensement, le mode de scrutin, la recomposition de la CENI et même de la Cour constitutionnelle, l'accès équitable des partis politiques aux médias d'État, tout cela n'a pas été réalisé en amont de l'élection présidentielle de 2007. Législative de 2007. Législative, autant pour moi. Mais il y a eu plusieurs élections après 2007 d'ailleurs. Il y a eu plusieurs élections. L'opposition a participé. Tout à fait, l'opposition a pris part parce que l'opposition ne pouvait pas non plus continuer à boycotter. Mais il faut rappeler que les bonnes conditions pour que nous ayons de bonnes élections n'ont jamais été véritablement réalisées. Puisque l'opposition n'a jamais pu accepter les conditions d'organisation des élections. Puisque quand vous prenez la PG, tout ce qui a été exigé avant que l'on organisât une élection n'a jamais été vraiment réalisé à ce niveau. Bon, maintenant, sur le second point, le retour des réfugiés, bon, le HCR a fait quelques tentatives, beaucoup de gens sont rentrés. La majorité, reconnaissons-le, la majorité. Sur le plan des droits de l'homme, des efforts ont été faits. Aujourd'hui, c'est mieux. HCDH, avec Ige Oulor Togumbo, absolument, qui est venu s'installer ici, qui a fait un boulot. Qui a fait un boulot. Il faut les remercier, ceux qui ont fait ce boulot-là. Donc aujourd'hui, il y a un léger mieux par rapport au respect des droits de l'homme. Et bon, maintenant, la question de l'impunité qui n'a jamais été réglée, parce que l'accord, la PG en parle aussi. Maintenant, c'est le troisième point qui réellement pose problème. C'est le point le plus prépondérant, le plus fondamental. C'est la question des réformes. Réformes constitutionnelles, réformes institutionnelles. À ce niveau-là, il n'y a pas beaucoup d'efforts qui a été fait. Mais justement, à ce niveau, Fulbert, l'APG a créé la CVJR. La CVJR a donné naissance au HCRON aujourd'hui. À votre avis, le HCRON est-il un cadre fondé pour aller ou pour aborder des questions des réformes? Oui, nous l'avons dit, notre parti n'a pas été invité au HCRON. Mais nous avons dit que le HCRON est légitime, est fondé à organiser un atelier sur la question des réformes. Parce que vous avez tout à l'heure dit les conditions dans lesquelles le HCRON est né. Le HCRON est fils de la CVJR. La CVJR est fille de l'APG. Donc si le HCRON veut organiser un atelier sur la question des réformes, c'est légal. Mais maintenant, le vrai problème, c'est que après le HCRON, le problème qui se pose, c'est celui de la temporalité. Normalement, la question des réformes ne peut pas être soumise au bon vouloir du chef de l'État. Si c'est que le gouvernement nous avait donné un chronogramme clair en disant, eh bien, le HCRON va organiser son atelier dans ce temps-là, du 11 au 15, après on met en place la commission. Ça fait un mois, plus d'un mois que la commission de réflexion sur les réformes n'est pas mise en place. Qu'est-ce qu'on attend? Personne ne le sait. Alors, la commission va être créée et donc elle va réfléchir sur les réformes pendant tel temps. Elle va faire ses conclusions qu'elle va remettre au chef de l'État. Et après, le chef de l'État va réaliser un projet de loi à travers son gouvernement qu'il va envoyer à l'Assemblée nationale. Mais dans ce cas-là, on aurait eu un chronogramme clair de comment les choses doivent être faites. Parce que pour faire les réformes, il y a plusieurs voies. Il faut choisir la voie la plus courte. Pour nous, au Togo autrement, la voie la plus courte, c'est d'aller illico presto à l'Assemblée nationale. Et ça, le chef de l'État, à une certaine époque même, a dit que pour faire les réformes, il faut aller à l'Assemblée nationale. Maintenant, il dit que c'est les universitaires qui doivent s'en occuper. Bon. Donc, c'est aussi peut-être l'autre change. Donc, il a changé d'avis. C'est de la diversion. C'est de la diversion parce qu'un chef de l'État ne change pas d'avis comme ça. Parce qu'il dit que quand les politiciens se retrouvent souvent, il y a toujours des positions, il y a toujours les émotions. Il n'y a pas toujours vraiment une solution qui est concrète. Mais les universitaires sont supposés être neutres, donc eux sont censés faire le travail correctement.
Vous savez à quel moment le chef de l'État avait dit que les réformes devaient se faire à l'Assemblée nationale? C'est au moment où le chef de file de l'opposition s'est rendu chez lui pour lui dire que l'Assemblée nationale n'est pas le lieu de la réalisation du consensus. C'est le lieu où la majorité s'exprime tout simplement. Pour que nous fassions les réformes, créons un cadre à côté, peut-être le HCROUN ou peut-être le CPDC, réfléchissons dans ce cadre, trouvons un consensus et après nous irons à l'Assemblée nationale. Le chef de l'État dit niet, c'est l'Assemblée nationale, parce qu'il a une majorité à l'Assemblée nationale. Alors aujourd'hui, s'il dit que ce n'est plus l'Assemblée nationale et que c'est plutôt le cadre que les opposants exigeaient hier, cela pose quelques problèmes pour suivre le chef de l'État. C'est pour cela que, tout en n'ayant rien contre le HCROUN, nous estimons que le HCROUN soumet la question des réformes au bon vouloir du chef de l'État et cela pose le problème de la temporalité alors que les réformes constituent quelque chose de très important qu'il faut réaliser illico presto parce que déjà en 2018, de nouvelles élections nous attendent. Elie, moi tout simplement, M. Fulbert Atisson, est-ce que vous ne trouvez pas qu'au niveau, au sein de l'opposition, il y a des forces centrifuges qui travaillent à l'insuccès de cette opposition? Depuis toujours, je suis d'accord avec vous que nous n'avons pas eu une opposition homogène. Moi, je parle d'une opposition, mais qui est plurielle, qui est traversée par plusieurs courants. Déjà à partir de 1994, au sein de l'opposition, Edem Kodjo avait inventé le concept du participationnisme. C'est-à-dire le parti charnière. Oui, le parti charnière, ça c'est autre chose qui pouvait balancer à gauche comme à droite, ça c'est autre chose. Mais Edem Kodjo a estimé que si l'opposition restait à l'écart du système, elle ne pouvait pas influencer la vie politique, créer la confiance qui était nécessaire pour que les acteurs puissent se parler et permettre à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui d'avoir le courage, de n'avoir pas peur de laisser le pouvoir, de laisser se réaliser l'alternance. Donc il avait inventé cela en disant l'opposition doit désormais participer au gouvernement. Après cela, beaucoup de partis sont partis au gouvernement. Le dernier, c'est l'UFC qui a signé un accord. Bon, donc aujourd'hui, même après 2015, il y a certains partis qui parlent de réorientation de leur ligne et ces partis qui hier contestaient de façon radicale le parti Unir, aujourd'hui se rapprochent un peu de ce parti-là. Bon, donc si vous dites que de tout le temps, l'opposition a été un panier à crabes et qu'il y a eu des forces qui travaillent pour la tirer vers le bas, je suis entièrement d'accord. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est que nous avons eu une opposition qui avait des hommes de qualité. Quand vous prenez l'opposition qui a émergé en 91, professeur Ninevi, Maître Agbouibo, Gilchrist Olympio, Edem Kodjo, tout ça, c'était des hommes de qualité. Et puis, je puis vous assurer, et ça je l'ai discuté avec un homme politique congolais à Paris, je lui ai dit que la popularité que Gilchrist Olympio avait à l'intérieur au Togo, aucun autre opposant ne l'avait à l'intérieur de son pays. À l'époque, on discutait de Étienne Tshisekedi. Je dis, la popularité que revêtait Gilchrist Olympio au Togo, aucun autre ne l'avait dans son pays. On l'a vu en 98 avec on l'a vu, la présidentielle de 98, comment ça s'est passé. Bon. Aujourd'hui, l'opposition, c'est vrai, c'est délité. Mais on ne peut pas dire la grande partie est partie à la mangeoire. Parce que bon, on voit des gens, ils prenaient de l'âge, ils sont devenus pauvres, leurs enfants ne marchaient plus, donc ils ont préféré aller participer aussi gens de debout. Oui, effectivement. Et la faiblesse de l'opposition, selon plusieurs analystes aujourd'hui, c'est que l'opposition n'a pas de moyens. J'en ai parlé encore hier avec des gens qui ont dit vos opposants ne sont pas riches. Et dans l'exemple de la RDC, Moïse Katumbi, il est tout puissant, il voyage à jet privé, il est reçu partout, toutes les portes sont ouvertes, les Américains, tout le monde le soutient, et du coup ça pèse sur la vie politique. On a vu au Bénin avec Patrice Talon très puissant, assis partout. Mais au Togo, on n'a pas de ces gens-là qui peuvent s'imposer, qui peuvent, c'est-à-dire aller où ils veulent, se faire recevoir comme ils veulent, peser sur la vie politique. C'est ça aussi notre faiblesse, en fait, la faiblesse de position. Cette faiblesse, elle est réelle. Mais vous avez cité tout à l'heure un certain nombre d'opposants dans d'autres pays. Katumbi, Patrice Talon, peut-être Ajavon, tout ça. Est-ce que vous pouvez me dire comment ils ont fait pour devenir riches? Eh bien, les sous, ils les ont tirés
de leur collaboration avec l'État. Non. Soit ils étaient hommes d'affaires, Oui, ils ont eu à coopérer. Avant, il est homme d'affaires, il fait ses affaires. Mais, oui, mais... Et Patrice, par exemple, on peut le dire, bon, lui, bon, il est homme d'affaires, c'est lui-même qui a fait venir, donc du coup, il a eu les marchés. Mais il n'a pas volé, il n'a pas pris d'argent de l'État. Justement, je vais vous le dire. Vous savez comment certains d'entre nous qui sommes opposants, nous faisons pour alimenter nos partis. Nous avons des consultations à l'extérieur. C'est comme par exemple, cette semaine, j'ai des consultations à Bamako. Nous avons des consultations à l'extérieur, nous allons chercher les sous, nous revenons pour l'injecter dans le fonctionnement. Mais ça peut pas faire la politique. Parce qu'on peut pas faire la politique avec ses propres moyens. Ça dit, l'opposition togolaise, selon ce qu'on parle toujours, ne rassure pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont là qui financent des opposants dans d'autres pays. Mais l'opposition togolaise tellement ne rassure pas que les gens, ils ne veulent même pas oser. C'est comme si on jetait les gens par la fenêtre. Mais ce que j'ai envie de dire. Pour que l'opposition togolaise rassure, comme le disait l'ami tout à l'heure, qu'il y ait vraiment quelqu'un qui puisse rassurer et qui, quand il parle, tout le monde est derrière. Ce que j'ai envie de dire, faire de la politique, c'est d'abord les moyens financiers essentiellement. Nous avons des partis au sein desquels les militants ne cotisent pas. D'ailleurs, les militants n'en ont pas les moyens. Pas du tout. Ils sont pauvres. Maintenant, il faut peut-être aller avec des moyens privés. En tout cas, si au sein du parti, à la tête du parti, il y a quelques personnes qui font du boulot et qui ont des moyens, vous assemblez ces moyens-là. Le vrai problème avec le Togo, c'est que tout est fait à dessein pour appauvrir l'opposition. Lorsque vous êtes un opposant et que vous avez une société, même quand vous êtes journaliste critique à l'endroit du pouvoir, quand vous ne prenez pas de publicité. C'est de la même façon que quand vous êtes opposant, vous n'avez aucun marché. Mais c'est une stratégie aussi du pouvoir. Dans les autres pays, ça ne se passe pas comme ça. Sinon, Patrice Talon n'aurait pas été riche. Katumbi, dont vous parlez, il était gouverneur, il a collaboré depuis l'époque de Mobutu, etc. Et c'est dans le pouvoir, au sein du pouvoir, qu'il a tiré sa manne pour aujourd'hui faire de l'opposition. Idem pour Abdoulaye Wade. Tous ceux qui ont fait de l'opposition efficace. Jean Ping, aujourd'hui, il a un peu de moyens. Où est-ce qu'il a tiré ses moyens? C'est dans le pouvoir. Je voudrais demander à Philbert Tissot, est-ce qu'il ne urge pas? Il eût fallu, ma foi, donc, que l'opposition travaille davantage avec des personnalités de l'État tombées en disgrâce entre-temps. Oui, mais les personnalités de l'État tombées en disgrâce, le problème, c'est que dès que vous avez été dans le pouvoir et qu'à un moment donné, vous ne voyez plus les choses de la même façon et que vous voulez prendre des distances, eh bien, ici, on vous frappe. Nous avons vu le cas, par exemple, de Pascal Bojona, ce qui lui est arrivé. En fait, on lui a cherché des histoires. On lui a cherché chicane, tout simplement, parce qu'à un moment donné, peut-être qu'il avait des ambitions, peut-être qu'il ne voyait plus les choses de la même façon. En fait, si Moïse Katumbi était au Togo, peut-être qu'il serait en prison. On ne lui aurait pas laissé le temps de pouvoir émerger et devenir opposant. Si Jean Ping était au Togo, peut-être que il aurait été en prison ou appauvri, peut-être même zigouillé, on ne sait pas. Nous avons un pays qui est particulier, où on ne permet à aucun opposant d'émerger véritablement, d'abord d'avoir les moyens de sa politique et d'émerger véritablement. Mais ces handicaps-là ne peuvent pas justifier les insuccès ou les échecs de l'opposition. Dès lors qu'on se dit opposant, on doit rechercher par tous les moyens, eh bien, le nerf de la guerre pour faire sa politique. Et comme il le dit, je suis entièrement d'accord avec lui que l'opposition en termes de qualité a connu une régression, parce que le discours n'est pas celui qu'on aurait attendu. Quand vous entendez les opposants d'autres pays, les discours sont plus de qualité que les discours que nous tenons ici, ça c'est vrai. Et c'est pour cela aussi que nous sommes venus... Et eux, ils ont des stratégies qui apparemment marchent. Absolument. Parce qu'ils ont des médias internationaux qui le suivent aussi. Et s'il n'y a pas ce genre de lobby, on voit les opposants qui voient sans attaché de presse, sans chargé de communication, ils reviennent, ils ne communiquent pas. Mais ailleurs, on voit. Moi, j'ai vu sur un vol l'actuel président du Mali, Ibeka, je l'avais vu à l'époque sur un avion, sur un vol. J'ai dit, ah voilà, je voulais prendre votre contact pour vous interviewer. Il dit, mais mon attaché est derrière moi. Ah, d'accord. Il était à grâce à faire les deux. Et bien, quand un opposant voit ici sur un vol avec un attaché de presse, voyager. Non. Mais c'est ça, essayez de vous organiser. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord qu'il y a un déficit d'organisation au sein de l'opposition. Si l'opposition veut prendre le pouvoir demain ou en 2020, elle doit aller vers une meilleure organisation.
nous l'avions exigé avant même de venir dans l'arène politique. Quand nous parlions des états généraux de l'opposition, quand nous parlions du rassemblement de l'opposition, etc., c'était dans le souci de tirer l'opposition vers une meilleure organisation. Parce que si l'opposition reste dans cet état, avec des manifestations, et on ne veut jamais faire le bilan, l'évaluation des manifestations, on ne veut pas changer, etc., il est évident que cette opposition aura des difficultés à prendre le pouvoir. Et c'est d'ailleurs aussi dans cet ordre d'idées que nous avons décidé de venir dans l'arène politique. Alors, on va évoluer, si vous permettez. Bon, l'émission maintenant vers sa fin. Le professeur Magloire Konkouvi, que nous avons reçu ici vendredi dernier, pense que la communauté internationale, en l'occurrence l'Union européenne et la CEDEAO, cette communauté internationale est trop clémente ou bien complaisante envers le pouvoir. Vous partagez son avis? Je partage son avis, mais en même temps, j'ai envie de lui dire que la communauté internationale est toujours souvent du côté des plus forts. Il faut rechercher la force si on veut s'adjoindre le soutien de la communauté internationale. Partout ailleurs, ça a été comme ça. La communauté internationale, elle est à géométrie variable. Elle est même une prostituée. C'est le client qui propose plus d'argent que la communauté internationale suit. On va dire ça comme ça. Mais il est vrai, comme il a dit, que par rapport au régime du Togo, où 25 ans après le processus de démocratisation, il n'y a jamais eu d'alternance, eh bien, il est important que la communauté internationale soit plus exigeante vis-à-vis du régime du Togo. Et je pense que c'est quelque chose qui est, à mon avis, très important. La communauté internationale, la CEDEAO, l'Union africaine et puis l'Union européenne doit être plus regardante. Et l'erreur aussi que j'ai envie de relever à l'opposition, c'est le fait que après la signature de l'accord politique global, il y a eu un comité de suivi. Qui n'a jamais été installé? Bon. Ils ont vu une, deux fois à Ouaga sous l'égide de Blaise Compaoré, après c'est fini. Oui. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas bataillé, on n'a pas travaillé pour que ce comité de suivi, qui comprenait justement la communauté internationale. Pourquoi on n'a pas travaillé pour que ce comité de suivi soit une réalité? Comme ça, jusqu'à présent, 10 ans après, ce comité serait derrière l'accord politique global. C'est ça le manque de stratégie on dont s'est on parle. toujours réveillé à la veille des élections. C'est ça le manque de stratégie dont on parle, M. Fibati. Oui. L'opposition togolaise agit coup par coup, n'anticipe pas. Oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Il y a un problème d'organisation au sein de l'opposition. Vous savez, je n'ai jamais vu l'opposition togolaise dans l'état actuel. Divisée, fragilisée, avec un refus obstiné de ne pas aller vers une organisation. Heureusement que nous sommes en train de nous concerter et que dans les prochaines périodes, il y a des réunions qui se tiennent et croyez-nous, nous irons vers une meilleure organisation. La dernière fois vous étiez ici, vous avez dit que vous avez lancé un appel que vous devez vous regrouper pour sur comment qui étaient les réformes, oui. Mais depuis le front de refus n'est pas, il n'y a rien, et voilà. Non, le front de refus va naître. Autrement, il va venir. Fulbert, vous croyez toujours que la solution viendrait d'une opposition unie, homogène? Je pense que l'opposition ne peut pas reconstituer le rapport de force sans réaliser son unité. Quand vous prenez aujourd'hui les pays dans lesquels l'opposition est forte et donne du fil à retordre au pouvoir, je prends l'exemple du Congo, parce qu'on a parlé tout à l'heure, du Gabon, c'est parce que l'opposition est allée vers une unité. Et ici, les égos sont trop forts. Ici, les égos sont forts, mais nous devons comprendre au sein de l'opposition que nous devons dépasser tous les problèmes partisans et personnels pour aller vers un rassemblement. Et attention, pas les rassemblements tels que ceux que nous avons connus dans le passé du genre arc-en-ciel, CST, les rassemblements étanches. En tout cas, nous, notre parti n'est pas pour les rassemblements étanches, nous sommes pour les rassemblements flexibles, c'est-à-dire des unions thématiques autour, comme vous l'avez dit tantôt, de la question des réformes. De façon ad hoc. Absolument, de façon ad hoc et ponctuelle, spontanée. Lorsqu'il y a un problème, vous vous concertez, vous vous voyez, vous réglez le problème, tout le monde prend ses libertés, ses distances et va travailler sur le terrain. Il faut aujourd'hui qu'on ne s'abrite plus derrière des soi-disant grands partis, mais que chacun aille sur le terrain
pour travailler. Vous êtes contre une union électorale alors? Vous n'êtes pas pour une union électorale? Non, une union électorale est aussi possible parce que quand vous parlez d'élection, c'est aussi une thématique. C'est aussi une thématique. Il peut y avoir des partis peuvent décider de réaliser une union électorale. Des partis peuvent décider de réaliser une union autour de la question des réformes. Mais justement, il y en a déjà le CAP 2015. Pourquoi votre parti, par exemple, ne rejoint pas le CAP 2015? Mais l'union électorale? Non, c'est une union étanche. C'est une union étanche où les gens se sont rassemblés pour faire la politique ensemble. Si c'était une union électorale, elle aurait fini après l'élection présidentielle de 2015. Si le CAP 2015 était une union électorale, elle aurait fini, ou il, puisqu'on parle de CAP 2015, aurait fini après le scrutin de 2015. C'est ce que nous avons pensé, puisqu'on parle de CAP 2015. Mais c'est une union étanche, les gens ont décidé de se mettre ensemble pour faire de la politique ensemble. Bon, je respecte leur position, c'est comme ça qu'ils voient les choses, mais nous n'irons pas dans le CAP 2015 parce que même si nous sommes de l'opposition et que nous avons le même objectif, la conquête et l'exercice du pouvoir, et bien sûr la démarche, nous avons des points de vue différents. Nous sommes pour les unions flexibles, thématiques, autour des problèmes qui se posent de façon ponctuelle à la vie politique. Nous nous rassemblons pour les régler et chacun va sur le terrain pour travailler, mais nous ne sommes pas pour une union étanche. Justement sur le terrain, on ne voit pas trop souvent, hein, mais bon, le temps est passé, on aura le temps d'en parler une autre fois. Le mot de fin vous revient, M. Fulbert? Le mot de fin qui me revient, c'est que, vous savez, 10 ans après la signature de l'APG, les réformes n'ont pas été toujours faites. Alors que ces réformes-là, si elles ne sont jamais faites, le Togo ne connaîtra jamais de l'apaisement. Parce que aujourd'hui, la vraie question qui se trouve sur toutes les lèvres, aussi bien du côté des populations que du côté de l'opposition, ce sont les réformes. Donc il faudrait que ceux qui dirigent le pays comprennent que, eh bien, ils se sont engagés dans l'APG à faire des réformes et que même si les rapports de force sont aujourd'hui en leur faveur, ils doivent mettre tout en œuvre pour que les réformes soient faites. Merci M. Fulbert Sassou Atisso, je rappelle qu'il est le président du parti le Togo Autrement. Merci à notre confrère Dieudonné Korolakina, le patron du journal Togo Matin. Merci à Elie Messan, hein. Merci pour la première, hein. C'est la première fois que tu viens chez nous ici. On a apprécié donc les interventions. Donc je rappelle, Elie Messan, il est le directeur d'information de l'agence de presse laverte.com. .info plutôt. Voilà. Sorry, laverte.info. Merci à ceux qui nous ont suivis sur CTFM 89.9 MHz, à ceux qui nous ont suivis aussi sur internet. Le www.lcftogo.com, la rediffusion c'est à 22h30. Partout bien. Le prochain rendez-vous de la semaine, c'est mercredi donc à 10h en direct d'ici sur LCF.